Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons pour une troisième fois à la Nordève pour le Geekali 2022 où nous allons rencontrer un real life super-héros, One Punch Man, c'est-à-dire l'homme qui terrasse ses ennemis grâce à un seul point. Et nous allons rencontrer aussi un Lycan, c'est-à-dire un loup-garou. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie d'un super-héros de manga, oui. De One Punch Man. Exactement. Voilà, Saitama. Saitama, voilà. Donc, alors c'est intéressant ça, je vois que c'est Free Punch. Oui. Mais alors, est-ce que c'est Free Punch ou Free Punch? C'est Free Punch, c'est pas un petit punch, non. Non, je veux bien ce petit punch. Non, du tout, non. C'est un punch bien arrangé. Ouais. Donc, alors, en tout cas, ce costume est super. Hein, il est bien fait. Ouais, c'est bien fait. On a vu, il y a beaucoup de fans qui t'ont reconnu. C'est un manga très populaire, en fait. Et là, je connaissais Daredevil, là, les comics. Par contre, je connais un peu moins les nouveaux mangas et tout ça. One Punch Man, c'est nouveau. Ça date de peut-être, on va dire, 5-6 ans, peut-être. C'est assez récent. Quoi, donc mais c'est sympa, c'est un manga qui est différent dans le sens où c'est pas un héros à proprement parler, c'est plutôt un anti-héros. Donc c'est un gars en fait qui était normal et puis en fait il s'est mis à s'entraîner comme un malade et en s'entraînant comme un malade, il a perdu ses cheveux, il est devenu tout chauve, mais il a gagné en force. Et il est tellement puissant qu'en fait il bat tous ses ennemis avec One Punch. Il frappe une seule fois et c'est fini. Il n'y a pas de combat en proprement parler. Et donc le héros il est blasé parce qu'il en a un peu marre, il cherche à se battre et tous les concurrents de costaud, mais tous les combattants qu'il voit, c'est un coup et puis c'est fini, donc il est un peu marre. Donc c'est surtout ça. Donc d'où l'expression Free Punch. Donc. Ce que j'aime bien, c'est très humoristique parce que normalement c'est Free Hugs là, en Amérique. Là. Il y a des gens qui se baladent comme ça, Free Hugs, et ils font des câlins à tout le monde. Donc, là, ce ne sont pas des câlins, là. C'est des punch. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens, quand ils voient ça, ceux qui connaissent le manga, ils voient de suite de la connexion, ils rigolent. Et quand je leur dis ça vous tente, non, merci, ça ira. Ils savent que c'est pas une bonne chose. Quoi. Oui, alors c'est intéressant le milieu du cosplay parce que c'est une grande famille. Tout à fait, ouais. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est des gens, ils s'épanouissent, ils trouvent une forme à la fois d'évasion mais aussi une forme de... Je sais pas, de nouvelles connexions, avec eux-mêmes, avec les autres. Il y a deux choses qui se passent en fait, je pense que ça se fait partout plus ou moins dans toutes les disciplines, c'est en fait le travail personnel et ensuite la connexion avec la communauté, donc c'est ce qui les attire en même temps. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens avec le cosplay, je suis d'originaire de Maurice, moi, donc je viens ici, c'est justement pour le festival Geekali parce que j'organise en fait les conventions à l'île Maurice et donc on a un échange, un partenariat et en fait on fait venir des cosplayers ici et la même chose, ils font venir des cosplayers chez nous pendant notre convention, donc on fait un échange. J'ai vu qu'il y avait justement un petit groupe de Mauriciens. On a une petite communauté de cosplay à Maurice aussi, on essaie de faire grandir, mais on n'est pas aussi grand, aussi populaire que le Geekali ici, on essaye, mais bon ça va être difficile de suivre.
Voilà. Ce qui est bien, c'est que le Geekali, c'est devenu un exemple voilà, pour toute la zone océan Indien. Tout à fait, ouais. Ça a commencé en 2018, j'étais là pour le départ, donc on a commencé ensemble avec Kevin et tout. C'est ce qui est intéressant, c'est que maintenant, pour les films de cinéma, il y a des réalisateurs qui font appel à des cosplayers, par exemple pour des costumes de Stormtrooper et tout ça, par exemple pour Rogue One. On a fait appel à des gens qui avaient déjà des costumes de Stormtrooper, donc là peut-être que ça pourrait servir pour une série ou oui, tout à fait, ça peut servir. Et autrement, il y a d'autres, on va dire, des débouchés où par exemple quand il y a un film qui sort au cinéma, on va dire en Star Wars qui sort, ils veulent faire de la promotion, automatiquement ils vont faire appel aux cosplayers pour dire est-ce que vous avez des cosplayers de Star Wars, Dark Vador, etc. et de Princesse Leia, et ils arrivent et puis ils font ça et en échange ils peuvent avoir des places de cinéma ou payer en monnaie sonnante et trébuchante. Alors One Punch Man, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce personnage justement? De manière générale, tous les persos que je fais, c'est des persos que j'aime. Donc c'est la même chose je pense pour tous les cosplayers, ils font quelque chose parce qu'ils aiment ça, ils font pas parce que ça les emmerde. C'est sûr, là on sent qu'il y a des gens qui sont passionnés justement, passionnés par leur art, parce que le cosplay c'est vraiment devenu un art à part entière. Il y a beaucoup de travail, c'est le côté discipline, il faut travailler, faire des efforts pour avoir un résultat correct comme partout dans la vie. Et les costumes nécessitent des centaines d'heures. Certains costumes nécessitent des centaines d'heures, C'est un nouveau genre d'artisanat en fait. Oui, tout à fait. Un mélange de mode et d'artisanat. En fait, c'est différentes techniques qui existent. Tout le monde, quand on parle de cosplay, où il pense c'est l'imprimante 3D, etc. Oui, mais il y a par exemple de la couture. Vous pouvez voir, il y a de la couture, c'était fabriqué par moi. Et il y a des plantages aussi, comme vous voyez, si je vous les mets, hop, vous voyez, il y a des trous. Parce que je me suis raté. Ça, c'est après les combats, c'est des déchirures justement, donc, des gants. C'est des trucs, donc j'ai appris à faire de la couture. C'est à force de cogner les ennemis, voilà. Ça fait mal. Voilà. Et puis il faut renouveler les gants après. C'est comme pour le jardinage, quand on jardine trop, il faut changer les gants. Donc voilà. Oui, ça fait, il y a un côté manga avec la cape blanche. Il y a beaucoup de personnages de manga qui ont des capes blanches, et surtout dans les mangas de science-fiction où il y a des amiraux japonais qui ont des grandes capes blanches. La cape, c'est bien un super-héros. Mais Saitama, c'est un héros de seconde catégorie, parce que dans le manga, ils ont des différentes catégories en fait, de héros de A, B, etc. Et lui, il est parmi les derniers, même s'il est le plus puissant d'entre tous, mais comme il ne paye pas de mine. Oui, c'est un héros de série B en fait, même de série Z on va dire. Il est toujours en train de se balader. C'est ça ce qui est intéressant. L'anti-héros en fait, il est à contre-courant. Les anti-héros sont toujours les plus intéressants en fait, parce que Superman, il y a la kryptonite comme faille, mais après il faut toujours une faille, sinon le personnage n'est pas intéressant. Voilà. Donc One Punch Man, c'est un anti-héros qui a l'air d'être passionnant. Et là, si je n'ai pas lu le manga, il faudrait que je m'y mette. C'est très beau manga, très rigolo. L'animé aussi est très sympa. Ok, je te remercie. Pas de problème. Merci. Punch. Alors nous sommes au Geekali 2022 et je suis avec Frédéric. Alors vous avez confectionné un costume de loup-garou avec une armure, on va dire d'orque, un peu d'inspiration romaine, quoi. Voilà, médiévale, qui passe un peu partout en fait. Voilà, donc oui, c'est un mélange très intéressant, quoi. C'est une armure médiévale et aussi qui rappelle aussi la romantique et aussi l'heroic fantasy. On ne sait pas vraiment en fait. Il y a une zone grise, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut facilement la transformer en armure médiévale japonaise. Avec quelques accessoires, ça peut rapidement se transformer en une autre forme d'armure assez connue qui est fortement utilisée par les cosplayers. Non mais moi ça me fait surtout penser à la Légion romaine, parce que l'acier, les épaulettes étaient faites en acier, ça aurait pu être ce style-là, quoi. Surtout avec le t-shirt rouge, oui, c'est vrai, les couleurs, c'est vrai. Mais on ne sait pas vraiment en fait, c'est vraiment de la fantaisie, quoi. Voilà, exactement. Après, il faut savoir que dans l'époque, ceux qui portaient les armures acier, c'était très peu de chevaliers, et c'était ceux qui étaient de rang noble. Les autres, les écuyers, les soldats traditionnels, c'était plutôt des armures en cuir. Donc il faut aussi garder cela à l'esprit quand on crée son cosplay, son personnage, définir sa classe sociale et son rang, et va déterminer aussi la matière qu'on va utiliser pour créer son costume. Donc
Oui, en fait, au Moyen-Âge, c'était les armures en cuir, c'était plus un rang intermédiaire en fait. C'est ça, c'est intéressant. C'était pas un noble, c'était un soldat. Entre les deux, voilà, Voilà, un soldat. c'était un simple soldat qui avait des armures en cuir et certains n'avaient pas du tout d'armure. Donc on voit que même avec la construction de l'armée, on avait une hiérarchisation et différenciation de classe sociale. Comme nous, on se l'imagine tous en armure complète de plaque. C'est faux, il y en avait peut-être 3 ou 4 personnes en armure de plaque parce que c'était ceux qui avaient les moyens. Le reste, c'était principalement parce qu'on oublie que les chevaliers, c'était une armée d'élite, donc c'était très peu en fait. Et le reste, c'était des soldats réguliers, tout ça. Et donc, Et alors, c'est du vrai cuir, j'imagine. Alors, celui-ci, oui, c'est du vrai cuir. Travaillé. Alors, j'ai pas tout confectionné. Ça a été confectionné. Et le reste, j'ai acheté parce que travailler du cuir avec cette épaisseur-là, c'est très compliqué. Et moi, ça me fait penser aussi un peu à l'univers des motards, des bikers. Il y a un peu ce style. Tout à fait, je suis motard en plus. Effectivement, ça me fait penser aussi. Harley Davidson? Alors moi, je suis un motosportif plutôt. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est un autre univers, mais c'est du cuir aussi, fait pour la protection. Parce que un costume comme ça, Harley Davidson, ça passe super bien. Quoi. Il y a beaucoup de mangas un peu post-apocalyptiques. On retrouve ce code entre la moto, les armures. Un peu dans le style de Mad Max. Voilà, exactement. Le survivant, il y a un peu ce genre. C'est ça, c'est exactement cet univers-là. On retrouve un mélange entre le médiéval, la moto, et on ne sait pas trop où on se situe. Parce que c'est après une guerre atomique, donc il n'y a plus de civilisation, les immeubles sont décollés. Voilà, c'est le chaos, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus les services que l'on a à notre époque. Voilà, donc on essaie de retrouver... C'est comme la chute de Rome, quoi. Voilà, on se retrouve avec des hordes barbares. Il n'y a pas de magicien, mais bon... Et on a construction, reconstruction de la civilisation qui est un peu particulière. Donc tout ça, ça crée des univers très divers et variés, avec toujours une même thématique de départ, c'était l'extinction d'un système pour recréer un autre. Alors parlez-nous aussi de votre personnage. J'imagine que c'est sûrement un loup-garou en devenir qui est en phase de... Alors voilà, dans les loups-garous aussi, il y a plusieurs formes de loup-garou avec différentes phases. Il y a le lycan, comme on l'entend, c'est différentes formes. Donc il y a le loup en entier, quand il se transforme totalement en loup. Ça, c'est la forme finale. Après, on a le gorou, c'est le guerrier très gros, très massif, qui a des muscles très saillants, très poilus. C'est comme dans Dragon Ball, quand une fois qu'il est transformé. Voilà, lui, le deuxième loup, ça ressemble à un gros Dragon Ball, c'est-à-dire un gros singe. Et on ne sait plus trop si c'est un loup ou un singe, la tête elle diffère. Mais il a plus l'aspect de loup et avec les muscles. Et puis après, on a un intermédiaire comme là, il est plus proche de l'homme que du loup. D'accord. Donc en fait, c'est un personnage intermédiaire, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est l'intermédiaire entre le peuple et les chevaliers. C'est ça. C'est l'intermédiaire entre les humains et les loups-garous. Et les loups-garous, entre la phase loup et l'humain. C'est une zone grise, on va dire. C'est ça. Et ça représente un peu ce que nous, on est actuellement dans la société. On n'est pas... Soit on est tout en haut, soit on est tout en bas, et on est des fois dans la zone intermédiaire. Donc, voilà, c'est la fameuse classe moyenne. Voilà. Exactement. Et comme je suis dans la classe moyenne, ça intègre parfaitement le sinon, personnage. vous avez déjà inventé une histoire, votre personnage, ou c'est en cours de création? Alors, pour l'instant, si, j'ai déjà l'histoire. Alors, mon personnage n'est pas né loup-garou, et il a été transformé, et son maître qui l'a transformé a été tué par des vampires. D'accord. Donc là, il a récupéré l'armure de son maître, les épées, et il va reconquérir son statut en vengeant son maître. Et lorsqu'il aura reconquéri, là, il aura la transformation globale de loup-garou dans sa totalité. D'accord, donc il doit d'abord venger son maître avant d'être c'est un rite de passage. Voilà, un rite de passage. Voilà. C'est comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, exactement. Et on voit à chaque fois quand on construit un background, une histoire, qu'on retrouve des choses personnelles et également des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait quelque chose peut-être de fantastique, mais qui ont un lien direct avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vit actuellement. Si on ne s'inspire pas directement de la réalité, du quotidien, le récit manque de force, parce qu'il faut le nourrir. Voilà, exactement. Et plus on est proche de ce qu'on peut s'identifier, mieux on incarne le personnage, et plus ça donne de la force au personnage. Et ça, c'est très intéressant. Et tous les cosplayers vivent le personnage. C'est-à-dire qu'ils sont plus... C'est une passion, quoi. Voilà.
Donc ils sont au-delà juste du costume, c'est vraiment tout un être. C'est le costume et la personne en dessous qui crée le personnage et qui fait que ça rend quelque chose de crédible et très intéressant à montrer aux spectateurs, on va dire ça comme ça. Je vous remercie. Avec grand plaisir. J'espère que cette rencontre avec One Punch Man vous a plu, ainsi qu'avec Monsieur Lolican. Et suivez-moi pour un prochain numéro où nous allons continuer à nous intéresser au Geekali 2022. Et là, ça ne sera pas les cosplayers, mais ça sera Papangaï Studio, le centre de formation Kohan. Et ça sera tout un programme. Suivez-moi dans Sous la Varangue. À très bientôt.